Hey, Bonjour. bonjour à tous, bonjour à tous. Nous Tous et revoilà. toutes, ouais. Ouais, tous et toutes. On est reparti pour un live ce samedi. C'est notre dernier live de l'été. Après, on reprendra en septembre. Voilà, donc du coup, on On a part en vacances. on en On en a ça fait besoin. bien une petite pause aussi. Peut-être que pour ceux qui sont déjà avec nous, peut-être que vous avez été en vacances et que vous êtes revenus, ou Les inversement, juilletistes. vous allez peut-être partir vous aussi, Ou peut-être sur la route, ou peut-être sur la route pour ceux qui regardent de leur font téléphone. le chassé-croisé. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va parler des évaluations de ces participants à distance. Ouais. Alors, faites-nous un petit coucou dans le chat. Dites-nous si vous nous entendez bien. On a changé la structure. On a changé un peu la disposition. Notre mobilier, ouais, la structure, notre mobilier. Du coup, venez nous en dire, ouais, tout va bien, on vous entend bien. Faites-nous un petit coucou, n'hésitez pas. Un petit coucou, un petit pouce, un petit replay, n'hésitez pas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi je suis Nicolas, je suis coach professionnel, formateur de formateurs. Ma mission, mon rôle, c'est d'apporter l'usage du numérique pour les formateurs et les coachs et les thérapeutes pour pouvoir avoir une interaction plus importante avec sa clientèle et surtout avoir une clientèle beaucoup plus large que celle qu'on a l'habitude d'avoir. Alors moi, je suis Céline, je suis formatrice de formateurs également, tout comme Nico. Voilà, j'ai rencontré Nico il y a 1 an et demi. Et depuis, avec Nico, on forme des formateurs à l'usage du numérique et plus particulièrement à l'usage de la classe virtuelle. Donc, belle aventure. Une belle aventure, ouais. Ça fait 1 an et demi, incroyable. Aujourd'hui, l'évaluation à distance. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi ce thème aujourd'hui? Peut-être que tu viens avec tes feuilles de quiz en présentiel. Ouais. Peut-être que tu les fais remplir par tes participants, tu leur demandes de s'auto-corriger ou peut-être même toi-même, tu prends du temps pour corriger. Et la question que tu pourrais te poser, mais comment je reproduis ce mécanisme? Oh, un petit cœur. Merci Catherine. Donc, comment on peut reproduire ce mécanisme? Alors, c'est vrai que du coup, en présentiel, on va faciliter la tâche en donnant des feuilles, les gens notent leur nom. Et comme ça, au moins, le retour, voilà, il est palpable et tu repasses, tu récoltes tes copies. Hein. Tu as le plaisir de récolter les copies, comme on dit. Et c'est vrai que du coup, à distance, clairement, ça se complique. On peut envoyer un document par mail, par exemple, à son stagiaire, que ce soit un docs ou un PDF, peu importe. Mais ça va être compliqué pour lui. Ah, on a Catherine qui nous dit merci pour le thème du jour, j'en ai besoin, je cale dessus. Ok, super, très bien. Et du coup, peut-être que tu fais ça, Catherine, que tu envoies des documents par mail à tes stagiaires. Et là où c'est compliqué, c'est que ton stagiaire, il doit l'imprimer, mais il n'a pas toujours d'imprimante. Ou alors, c'est quelque chose qu'il va devoir ouvrir comme un document Word ou peu importe. Et s'il n'a pas de bonne base en informatique, ça va être un peu compliqué. Il va devoir l'ouvrir, l'enregistrer, le remplir, l'enregistrer et remplir, et te le renvoyer. Oui, et s'il l'a imprimé, il faut qu'il le rescanne pour te le renvoyer. Ça fait beaucoup de manip. Hein. Au final, ça fait du temps perdu pour plein de monde. Et puis en plus, on peut se dire, des fois, parfois, les participants ne renvoient pas toujours le document qu'on leur a envoyé ou l'évaluation qu'on leur a demandé. Et du coup, on court après. Donc, on leur envoie des rappels, on leur téléphone, on leur renvoie des mails. Parfois même, on va jusqu'à leur envoyer des SMS ou leur passer un coup de fil. Ouais. Et là, franchement, au niveau temps, c'est pas croyable le temps que ça nous mange. Nous formateurs, puis en plus l'angoisse de se dire ah ben moi j'ai les évals de tout le monde sauf de un tel. Au secours. Peut-être que tu fais aussi, tu n'as pas toute cette galère-là, c'est possible aussi, parce que tu fais les évals à l'oral. C'est-à-dire que tu t'amuses à évaluer tes stagiaires au fur et à mesure en leur posant des questions, par exemple. La question, c'est comment ça pourrait se passer si on faisait la même chose exactement avec
la formation en distanciel type classe virtuelle. Ouais. Là, ça va devenir complètement le bordel parce que si je pose une question et que tout le monde veut répondre en même temps, en fait, on s'entend plus. Autant encore en présentiel, on arrive à pouvoir distinguer qui parle, etc. Là, avec le distanciel, ça fait écho, ça fait barrage, ça fait filtrage, etc. Et puis c'est sûr que, par exemple, si tu utilises Zoom, tu as tes petites vignettes, c'est compliqué de voir qui parle en fait sur la vignette. Hein, le temps que ton cerveau voit que c'est la vignette qui est tout en bas à droite et que ça correspond à tel stagiaire, ça complique la donne. Ça, c'est pas évident. En plus, donc noter, écouter, essayer de distinguer qui veut. Peut-être multitâche. On va peut-être trouver une petite astuce en disant vas-y, mets-moi dans le chat ce que vous pensez comme réponse. Et puis au final, on n'a plus que des réponses écrites, on n'a plus cet échange verbal qui peut s'effectuer. Résultat, vouloir reproduire exactement la même façon d'évaluer nos stagiaires en présentiel, je vais m'épuiser tout simplement. En plus, je vais essayer de construire des quiz, de les corriger, je vais courir après les réponses. Franchement. Et puis ça nous énerve. Hein. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, ça me gonfle. Hein. Franchement, d'appeler 5 fois la même personne pour lui réclamer le même papier, au bout d'un moment, stop. Donc, du coup, à distance. On perd du temps, on perd de l'énergie et on n'arrive pas dans de bonnes conditions. Du coup, on a une petite question pour vous. Comment ça se passe pour vous, les évaluations avec vos apprenants en formation à distance? Comment vous ressentez ces évaluations? Alors, répondez-nous dans le chat. Et puis, pour ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit replay. Oui, on adore. On vient vous répondre. Franchement, on est là pour ça. On adore ce moment d'échange avec vous. Alors, répondez-nous et on sera ravis de venir vous commenter. Il n'y a pas de souci. Donc, pendant que vous répondez, on s'est posé la question, Céline, on s'est posé la question. On s'est creusé la tête. C'est un sujet qui nous a même parfois divisés. C'est compliqué. On sait qu'il existe une multitude de façons d'évaluer. La vraie question qu'on peut se poser, c'est à quoi va servir cette évaluation et pour qui elle va servir. Alors, on a Catherine qui nous dit ça se passe mal, elle est en formation, elle se creuse la cervelle. Ok, nous aussi on s'est creusé la cervelle, Catherine. Donc forcément c'est pas très agréable, ça peut être même énervant de se retrouver à dépenser de l'énergie pour ça. La vraie question c'est pourquoi vous faites des évaluations, à quoi ça vous sert? Toi Céline, à quoi ça te sert de faire des évaluations en formation? Alors, c'est ça, en fait, c'était là notre interrogation, c'est qu'il y avait plusieurs réponses. L'évaluation, en fonction du moment où on la met dans notre formation, elle ne va pas avoir le même but. Oui. Que ce soit avant notre formation, peut-être pour connaître un petit peu les niveaux, adapter notre formation. Oui. En milieu de formation, pour voir si tout ce qu'on a dit, tous les échanges qu'on a pu avoir, sont bien intégrés. Ouais, c'est le mot savoir en fait qui me fait à chaque fois tilter, ou en tout cas qui vient me faire dire il y a quelque chose qui cloche. Nous on est des formateurs. Souvent, c'est à part Céline de temps en temps qui fait des interventions en école ou en CFA, etc. Où, pour moi, c'est plus des formateurs, mais c'est des enseignants. Il y a une vraie différence entre les deux. Dans mon cas, pour moi, enseignant, on passe essentiellement un savoir. Ça peut être purement théorique. Tandis que quand je suis formateur, mon objectif, c'est d'amener des gens à être capables de faire quelque chose. Donc, c'est complètement différent entre apporter un savoir, même si dans cette partie apprendre à apporter une capacité, le fait d'amener quelqu'un à être capable, oui, il faut un peu de savoir par moment, mais il faut surtout amener la personne à être capable elle-même d'utiliser ce savoir dans son contexte. Et c'est cette partie-là qui est beaucoup plus difficile. Si je m'amuse, moi, formateur, à évaluer que le parti savoir, je me retrouve à évaluer en enseignement, comme en enseignement, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, ça dépend aussi des métiers, la matière sur laquelle tu formes. Ouais, par exemple, la cuisine. Les fameuses formations formatiques, somatiques ou diagnostiques. On n'a pas dit le terme technique parce qu'on sait que
On a des formateurs qui ont le vocabulaire et d'autres qui ne l'ont pas. Mais c'est exactement ça, Catherine. Oui, surtout les formateurs occasionnels en entreprise, des formateurs qui forment d'autres personnes, donc ce sont souvent des experts, des experts de leur domaine métier, et on va leur demander de transmettre cette expertise à d'autres personnes autour d'eux. Et du coup, ils ont pas forcément la connaissance, ils sont peut-être pas formés au métier de formateur, et donc du coup, ils n'ont pas le bagage linguistique associé au domaine. Mais oui, et du coup, ce qu'on disait, c'est que ça va dépendre de la matière. De la matière, oui. Si je fais des mathématiques. Ouais, si tu fais des mathématiques, si tu fais de l'anglais, concrètement, là, tu vas transmettre des choses. Hein, ça va être compliqué de faire deviner, par exemple, je sais pas, imaginez que vous fassiez une formation en anglais et que l'objectif de la formation, c'est d'acquérir un certain vocabulaire. C'est compliqué de mettre en place des ateliers pour que les gens les devinent. Le vocabulaire, à un moment donné, il faut le donner. Il y a pas... Alors, il faut le donner, ça c'est clair. Mais la question que la personne peut se poser quand elle vient en formation, en anglais, typiquement, ça va être... moi, mon objectif, c'est de pouvoir me débrouiller quand je suis au restaurant, par exemple. Ça, c'est mon objectif. C'est-à-dire que je dois être capable, à l'issue de la formation, de pouvoir être automatiquement... me débrouiller quand je vais au restaurant. Donc, une évaluation possible en présentiel, je ne parle pas du distanciel, quoique on pourrait le faire aussi, c'est d'amener la personne au restaurant et elle fait la commande en anglais. Donc, suivant la zone géographique où vous êtes en France, c'est plus compliqué de trouver des serveurs qui parlent l'anglais, mais au moins être capable de pouvoir faire cette manip. Et là, du coup, on peut évaluer la personne et elle peut se rendre compte ou pas si elle est capable de pouvoir le faire. C'est-à-dire que le travail que j'ai effectué en tant que formateur pour l'amener à être capable de commander et de pouvoir se débrouiller lorsqu'elle est en situation, c'est ça en fait l'évaluation du formateur principalement. C'est de s'assurer que la personne est bien capable d'atteindre que l'objectif qu'elle s'était fixé, elle est capable de le faire et de l'atteindre. Ouais, donc du coup, en gros, il y a une grosse différence entre les enseignants qui forment plus à du savoir et des enseignants qui vont former plus à du savoir-faire. Ouais, c'est clair. Il y a une vraie différence entre les deux. Alors, il y a aussi le savoir-être, mais ça, le savoir-être, ça fait aussi partie du savoir-faire, et plus que du savoir, même si on a certaines techniques. Par exemple, un formateur prothésiste ongulaire, comme un formateur cuisine, là, ça va peut-être plus être du savoir-faire. Ça va être plus une méthodologie qu'on apprend. Oui, même s'il y a une partie de savoir pour pouvoir... de base théorique qui est nécessaire pour pouvoir faire la pratique, n'empêche que l'objectif principal, c'est la pratique. C'est la mise en pratique. C'est pas le savoir acquis, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on évalue sur des savoirs. Et on fera les évals peut-être sur le savoir-faire dans un autre live. Ouais, on pourra traiter à la rentrée. Soit dans un live ou soit dans une vidéo, on verra comment on se... Le sujet est vaste en fait. On a une multitude de possibilités, c'est incroyable. Donc là, pour l'exemple du restaurant, moi, si je suis formateur d'anglais, je veux m'assurer que la personne est capable de faire sa commande au restaurant. Au pire, je joue le rôle. Plus les méthodes qui servent à l'éval, exactement, tout à fait. Ouais, c'est ça. Alors, si je suis... alors là, on parle des métiers plutôt pratiques. Si je parle des métiers techniques, si moi, je parle des métiers que je peux connaître aussi dans l'entreprise, où je suis chef de projet, ou je suis manager, ou j'ai des postes plutôt dans le tertiaire, où j'ai moins de pratiques à réaliser, mais par contre, j'ai quand même des techniques à utiliser. Souvent, ça va être lié au jeu de rôle ou aux quiz qui vont être émis pour permettre à la personne de distinguer les différentes situations. Et après, ça va dépendre aussi jusqu'où vous amenez la personne dans l'échelle de Bloom. Ouais. Et ça va dépendre aussi de savoir si on a besoin d'une éval qui soit nominative ou pas. Si vous avez besoin qu'il y ait le nom de votre stagiaire et de lui attribuer une notation, par exemple, vous n'allez pas faire le même type d'éval que si vous faites une éval groupée. Oui, tout à fait.
Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on va pouvoir être capable de faire? Ça va être plutôt simple, à distance. Plutôt sur la partie savoir. La partie savoir, c'est, je pense que pour la partie à distance, c'est peut-être une des Les plus simples. les plus simples, les plus faciles, Ouais. celle qu'on peut automatiser le plus. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, savoir si la personne a répondu, pas répondu, lui courir après, etc., on peut automatiser un certain nombre de choses. Et pour ça, on va vous proposer différents outillages et on va pouvoir parler justement de ces outils par rapport à ces évaluations. Ouais. Bah, tu vois, le premier, c'est toi, tu maîtrises mieux que moi. Je maîtrise mieux, d'accord, ok. Le premier sujet, le premier élément que je voulais parler, c'est plutôt sur la partie quiz individuel. Si je suis pas trop habitué à la formation à distance, un truc simple, c'est de faire des quiz avec des outils comme Microsoft Forms ou Google Forms. Alors là, pour le coup, il faut bien faire attention parce qu'il y a, pour ces deux outils, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a l'enquête, l'équivalent d'une enquête de satisfaction, qui est celle qui est par défaut. Et puis, on a le questionnaire, qui est, lui, une option qu'il faut cocher dans les paramètres de ces deux outils quand on fait l'élément qui va nous permettre de faire l'évaluation. Alors, on peut faire des quiz de type QCM, mais on peut faire des quiz un peu plus élaborés grâce à ces deux outils. Et l'avantage, c'est qu'on a juste besoin de donner un lien. Les gens vont cliquer dessus, ils vont avoir le questionnaire qui va apparaître. Ils ont juste besoin de saisir et de cliquer à envoi. On peut les aider au début à faire ce remplissage, mais c'est un formulaire comme vous avez sans doute l'habitude, et vos stagiaires aussi, pour remplir, pour s'inscrire sur une appli, etc. Donc, on va retrouver ces mêmes mécanismes. Donc, ça ne pose pas de problème. Et en plus, on peut personnaliser, on peut apporter de la couleur, on peut... mettre le logo de son entreprise, par exemple. Oui, tout à fait, exactement. On peut, pour certains, on peut même faire des éléments qui sont conditionnés. C'est-à-dire, en fonction d'une réponse, on va poser d'autres questions peut-être plus en profondeur. Si vous répondez non, par exemple, vous allez directement à la question 8 au lieu de passer par la question 7. Par exemple. Vous avez des formats pour ces deux outils-là, que ce soit Microsoft Forms ou Google Forms. Alors, il en existe toute une pléthore, mais ce sont souvent ceux qui sont le plus faciles à mettre en place parce que Microsoft Forms est automatiquement inclus dans la suite Office 365, pour lequel il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de clients qui nous demandent Microsoft. Donc, du coup, on fait pour Microsoft. Et puis, la même chose, moi, si je suis indépendant, j'ai peut-être pas forcément beaucoup de moyens, donc du coup, je vais plutôt aller privilégier Google Forms parce que lui, il est gratuit. Donc, hop, une option qui peut me permettre de le faire. Le tout, c'est d'avoir un compte Google. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir un compte Google. Donc, si vous avez un mail Google type du moins Gmail... pour le créer. Après, vos stagiaires ne sont pas obligés d'avoir un compte Google, mais vous, pour le créer, il vous faut un compte Google. Les avantages de ces deux outillages, en plus, c'est que, je vous ai dit, c'est automatisé une fois qu'on a fait son formulaire. Il y a deux choses importantes à savoir, c'est que le résultat des formulaires sont directement mis dans des fichiers Excel. Ce fichier Excel est stocké directement dans le Drive, donc pas besoin d'aller courir pour rassembler, récupérer, consolider. Derrière, vous avez une feuille Excel ou un sheet Google qui vous permet de faire si vous voulez faire des statistiques ou ce genre de choses pour vos commanditaires, après, vous pouvez le faire directement puisque vous avez le fichier brut. Donc ça, c'est vraiment un des points importants. Et le deuxième point est plutôt pour la partie participant, celui qui va remplir. Comme je disais tout à l'heure, le formulaire étant en ligne, on va avoir une facilité pour lui, pour l'amener à remplir les choses. S'il y a besoin, on peut l'amener pas à pas à remplir cet élément-là. C'est-à-dire que si peut-être que vous avez des questions plus compliquées, vous avez ce genre de choses, ou peut-être que vous allez vous dire, moi, je suis un peu, j'ai pas envie de corriger. Du coup, il va être corrigé en automatique. Dans Google Forms et dans Microsoft Forms, on peut donner les réponses. C'est pour ça qu'il faut bien prendre l'option questionnaire. Et on peut dire, je propose 3 choix, par exemple, et c'est le 3e choix qui est valide. Ou je propose 5 choix et c'est 2 choix parmi les 5 qui sont valides. Donc, du coup, la personne peut voir directement le résultat à la réponse, en tout cas les réponses qu'elle a échoué, entre guillemets,
aux questions que vous lui avez posées. Ouais. Donc ça, ce sont des outils qui sont extrêmement... ces deux outils de type formulaire sont très pratiques. On peut, une fois qu'on les a fait, on est tranquille. Et là, pour le coup, on peut les utiliser pour les 3 types d'évaluation, d'entrée. Sommative, formative et prédictive. Donc, du coup, on peut utiliser ce mécanisme-là d'une façon simple, sans chercher la complication ou le truc super... joli, etc. Le tout, c'est de bien penser en tête de votre formulaire, c'est peut-être bête, hein, mais c'est bien de le dire, indiquer le nom et le prénom du stagiaire. Voilà, pour la partie nominative. Sinon... ou dans Microsoft Forms. Avec plein de formulaires, super, ils ont si tous on répondu. Alors, dans Microsoft Forms, si vous faites parce que c'est l'entreprise ou le centre de formation qui vous l'impose, et donc ça veut dire que les formés ont aussi leur propre compte. Pour beaucoup, donc du coup, il n'y a plus besoin. C'est-à-dire que Forms va automatiquement associer le compte qui est ouvert avec la réponse. Donc du coup, on n'a plus besoin de vérifier le nom et le prénom. Ouais, mais si par exemple vous êtes en CFA ou ce genre de choses, dites bien nom, prénom et prévenez avant, pas de pseudo ou... Je m'appelle Titi du 51. Ouais, c'est ça, parce que sinon vous allez galérer derrière pour retrouver qui est le Titi. C'est moi Titi. C'est ça. En tout cas, c'est pratique, ce sont 2 outils pratiques. Ouais. Et ça, c'est pour des évaluations individuelles. Nominatives. Et nominatives. Après, on peut les utiliser aussi d'une façon anonyme. Nous, sur certaines formations, on s'amuse à faire des parties anonymes, surtout sur les évaluations finales. Alors, il y a 2 types d'évaluations. Il y a les évaluations de savoir s'il y a eu des acquis qui ont été faits, mais il y a aussi les évaluations sur comment s'est déroulée la formation de façon générale, qui sont les fameuses évaluations à chaud, ou qu'on pourrait aussi faire avec les évaluations à froid, pour savoir qu'est-ce qui reste de la formation et comment ils exploitent ce qu'ils ont acquis pendant la formation dans leur environnement, leur contexte professionnel. Et on peut aussi utiliser ces formulaires tout à fait. tout simplement, d'une façon simple et efficace. Alors après, maintenant, si... Oui, vas-y. Si jamais vous voulez faire un quiz collectif, un quiz collectif qui ne soit pas forcément nominatif, mais au moment de votre formation, vous voulez voir si tout le monde a bien compris, s'il y a des points sur lesquels il faut revenir. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est Geniali. Alors pour ça, on va vous partager l'écran. Alors c'est la première fois qu'on fait un partage d'écran. Hein. Vous nous dites s'il y a des couacs. Alors, nous, c'est... écran 2. Je fais tout l'écran parce qu'on a 2 fenêtres à montrer. Ok. Et je pense que ça va être plus bas. Alors, attendez juste le temps qu'on partage. On va mettre ça comme ça. Voilà, super. On a Catherine qui nous dit « Je vais essayer, merci beaucoup ». Donc, pour les quiz collectifs, soit vous pouvez faire un quiz que vous allez mettre en présentation pendant votre classe virtuelle. Donc là, vous posez une question. Le mieux, c'est de demander soit ce que les gens lèvent la main ou soit ce qu'ils disent leur prénom avant de répondre, surtout si vous faites un contre-la-montre, parce qu'au bout d'un moment, si vous en avez plein, si vous avez plein de stagiaires, ça va être galère. Ouais, c'est clair. Geniali. Alors, pourquoi donc, c'est un outil qui... alors, il y a 2 formats. Il y a un format gratuit, un format payant. Mais le format gratuit, honnêtement, vous avez déjà beaucoup de choses. Sur le format payant, en fait, ça va vous permettre d'accéder à tous les Geniali où vous avez une petite étoile. Donc, en soi, il y en a déjà beaucoup qui sont gratuits. L'avantage de Geniali, c'est que tout est déjà préconstruit. En fait, vous avez juste à compléter les zones de texte et y intégrer votre propre texte. Donc, en soi, il n'y a pas un boulot monstrueux à faire. Geniali vous propose des quiz. Donc, vas-y, je peux te laisser descendre, peut-être pour montrer un petit peu.
Donc, tout ça, ce sont des exemples de quiz. Par exemple, on a le Trivial Poursuite, on a le Qui veut gagner des millions, ça marche plutôt pas mal, hein, qui sont assez rigolos. Et en plus, vous pouvez ajouter la musique du Qui veut gagner des millions. Hop, alors attends, je vais prendre. Alors, on a des jeux comme, par exemple, ça vous connaissez, hein, avec les 3 croix, les 3 ronds qui doivent être alignés. Vous avez le jeu du Monopoly aussi, le jeu de loi. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des jeux qui sont déjà préconstruits. Et vous n'avez plus qu'à ajouter votre texte à vous, en fait. Et vous avez des escape games. Donc, dans le cadre de la classe virtuelle, alors, on peut utiliser l'escape game. Nous, quand on l'utilise, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des sous-groupes de 4 personnes maximum. On crée notre escape game avec Geniali. Et en fait, hop, on va vous montrer un exemple. Là, par exemple, on avait fait un escape game sur la gestion de conflits. Où, en gros, la mission, c'était de parcourir plusieurs mondes. Et quand le groupe répond bien, en fait, il obtient un chiffre. Et donc, à la fin, vous récupérez tout le monde et c'est ceux qui vous donnent les 5 bons chiffres qui gagnent, tout simplement. Alors, ça vous permet d'avoir un code. Donc ça, c'est un moyen aussi pour s'assurer que tout le monde a bien compris, poser des questions et en fonction des réponses, ils obtiennent ou pas le bon numéro. Ouais, cool. Ça, c'est un des types de jeux qu'on peut faire. Ouais. On a le Jeopardy aussi. Oui, du coup, on va. Là, bon, c'est un peu différent, mais ça permet de se souvenir ou de faire souvenir aux gens ce qu'ils ont vu en séquence. Ouais. Au travers. Donc, le Jeopardy, c'est un jeu inversé où en fait on donne les réponses et c'est les participants qui créent les réponses, qui créent les questions, qui doit amener la réponse. C'est un vieux jeu télévisé qu'on avait, qui était dans les années 80-90. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais en tout cas, on a retrouvé, nous, on a retrouvé l'émission. Jeopardy. Hop. Voilà. Et donc, au préalable, donc pour créer notre Jeopardy, nous, on l'a fait sur Padlet. On a créé des colonnes, donc avec le prénom de nos participants. On a créé des post-it et sur chaque post-it, en fait, on a donné une réponse. Par exemple, le post-it numéro 1, formation durant laquelle les échanges entre formateurs et participants se font en direct. Donc, cette réponse 1 vaut 10 points. Et là, en fait, Joël devait nous poser la question qui correspondait à cette réponse. Et donc là, la question, c'était qu'est-ce qu'une formation synchrone? Synchrone. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait vu en formation. Et donc, vous, de votre côté, vous prenez papier stylo, vous notez le nom de vos participants et vous comptez les points. Hein, ou alors, vous désignez quelqu'un qui ne souhaite pas jouer, par exemple, pour compter les points. Donc, c'est assez rigolo. Puis, en plus, il y a une guéguerre qui se fait entre les participants. Il y a l'esprit compétition, là. Ça fait mobiliser certaines motivations profondes des personnes. Et donc, du coup, ça amène cette compétition et ce peps qu'on peut avoir en formation. Et puis, le fait de ne pas mettre le même nombre de points en fonction des questions, de faire des questions plus faciles avec moins de points et des questions plus compliquées avec plus de points, du coup, ça permet de vraiment jouer et vraiment d'avoir un vrai gagnant. Donc, il y a bien sûr d'autres jeux de type jeu de loi, pendu, mots croisés, rébus. Certains se font directement dans le livret. Si vous avez un livret en support, vous les mettez dedans et puis les gens font ces évaluations. Et puis, dans certains cas, on peut faire rédiger des choses en groupe. Oui, aussi. Ou en sous-groupe avec un outil comme Google Docs, par exemple.
On a Catherine qui nous dit sympa ces jeux. Merci Catherine. Merci Catherine. Donc du coup de faire un Google Docs partagé, donc automatiquement les gens peuvent rédiger en même temps et on voit ce qu'a écrit l'autre directement et du coup on peut faire une composition ensemble, collaborative. Alors, pareil, hein, pas 12 sur Google Docs. Hein, ça sert à rien, sinon ça va être compliqué. Ça va être un carnage. Donc voilà, toujours les sous-groupes 3-4 personnes, ça suffit largement. Ouais. Avant de terminer, on a juste une question. Parmi ces différents outils, lequel ou lesquels avez-vous découvert et quel serait celui que vous pensez utiliser pour vos prochains quiz? Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à nous mettre replay. Moi, j'utilise, je sais pas moi. Moi, j'utilise déjà Genially, par exemple. Moi, j'utilise déjà, Microsoft Forms, j'utilise Google Forms. J'utilise déjà Padlet. J'utilise Kahoot, j'utilise Klaxoon. Il en existe toute une pétard. D'ailleurs, pour les rébus, il y a un générateur de rébus qui existe sur Internet qui est gratuit. N'hésitez pas si jamais vous voulez les mettre en place. Il faut juste taper dans sa barre de recherche générateur de rébus, vous allez le trouver super facilement. Ça aide. Cool. On arrive au bout. Ouais. Pour un coup, on ne déborde pas de trop. Oui, ça va, on est dans les temps. Donc, si tu as aimé le live, n'hésite pas à faire un petit like, un petit commentaire, que tu sois en replay ou en live, il n'y a pas de souci. Si tu penses que ça peut aider un de tes collègues formateurs qui se met à la formation à distance, la classe virtuelle, et que tu penses que ça peut lui donner des pistes pour faire ses quiz à lui aussi, ou ses évaluations à lui aussi, n'hésitez pas à le taguer en commentaire ou tout simplement lui partager la vidéo replay. On a Catherine qui nous dit « Je vais me noter tout ça parce que ça va me servir. » Super, cool, génial. Parfait, c'est génial. C'est ce qui compte. Hein. Nous, on fait ce live, c'est pour vous aider. Ouais, pour vous partager ce qu'on sait. On fait un échange de bonnes pratiques. Voilà, on est pour l'échange entre collègues, donc... Et puis, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui peut se faire. Donc, voilà, on aime bien aussi, au travers des échanges qu'on a avec vous, avoir aussi peut-être des nouvelles idées ou des nouvelles choses. Des nouveaux sites, tout ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de partage. Franchement, c'est génial. On a, pour un coup, un peu de pub à faire. C'est pas tous les jours qu'on le réalise. On a monté un webinaire. Je mets le lien. Voilà. Le lien est sur... On a hâte, on est super content de ce webinaire, franchement, on s'entraîne, on répète. Donc le webinaire, c'est jeudi prochain, c'est jeudi qui arrive là, et on va vous partager 3 de nos secrets pour optimiser les classes virtuelles, avec un objectif, c'est de ne pas déshumaniser sa formation et au contraire, la rendre plus relationnelle, chaleureuse, conviviale. Parce qu'on s'est rendu compte que ça, c'était le point noir de la classe virtuelle. Le fait d'être seul chez soi et de ne pas se sentir dans un groupe. Et c'est ce qu'on veut pas en formation. Voilà. Et ce webinaire va clôturer notre saison de travail. Et donc, du coup, juste après, on est en pause. On est en vacances. Un petit peu de temps. Et on se retrouve ensemble à la rentrée. Sans doute la première semaine après la première semaine, la semaine de rentrée des enfants, là, la deuxième semaine ça de doit septembre. être, je sais pas, quelque chose comme 5-6. 5-6. On a Catherine qui nous dit qu'elle partage notre webinaire sur son espace de formation. Super, merci Catherine. Merci Catherine. On risque de changer le jour et l'heure du live. Parce qu'on veut restructurer une partie de notre agenda pour réexploiter le samedi matin. Disons qu'on a d'autres formations à la rentrée. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse avoir du temps. Donc, on fera sans doute le live les jeudis... Jeudi midi, on avait dit. Les jeudis midi. Voilà. Donc, à partir de septembre, ce sera jeudi midi. Pareil, après, vous pouvez toujours regarder en replay si vous ne pouvez pas être présent. N'hésitez pas aussi à nous mettre des thématiques que vous aimeriez qu'on traite, comme Catherine. C'est super, nous on adore. Ça fait le 3e thème qu'on aborde par rapport à une demande de l'un d'entre vous. Donc, nous, ça nous motive, ça nous challenge, on aime bien ça, on a ce côté.
Et puis voilà, nous, on vous souhaite de passer une bonne fin d'été. Bon week-end ensoleillé. Bon week-end ensoleillé. Bon courage si vous êtes sur les routes. Et puis, à la rentrée, tous ensemble. Ouais, déjà jeudi au webinaire et puis après à la rentrée. Yes. Merci. Bye.